Alors, j'ai préparé mon équipe d'étoiles des meilleures initiatives marketing du premier quart de siècle, des meilleures initiatives marketing de la Ligue nationale et du Canadien. Le Fox Tracks n'a pas fait la coupure parce que c'est les années 90. Oui. Vous savez que c'était ça le nom officiel, le faisceau lumineux qui suivait la rondelle dans les reportages de Fox. J'aime mieux faisceau lumineux. Oui, mais là, c'est parce que là-bas, il parle pas comme ça, là-bas, aux États-Unis. Mais donc, il n'est pas dans mon équipe d'étoiles des initiatives marketing de la Ligue, parce que c'est avant le dernier quart de siècle. Mais il y a Metal, évidemment, qui a fait la coupure. Il a joué des matchs dans des stades de baseball aussi. Non, j'ai pas préparé vraiment une équipe d'étoiles. Là. J'essayais juste d'apporter ce sujet-là de manière originale. Les tirs de barrage, peut-être? Ouais, ça, c'est pas une initiative marketing. Est-ce que c'est une initiative marketing? Ben, je pense que oui. Ouais, ben en même temps, c'est un règlement de jeu. Là. Moi, je parle plus d'une niaiserie, là, comme chaque équipe va dévoiler son équipe du quart de siècle. Ça va faire parler le monde. Ce qui n'est d'aucun intérêt. Ben, l'équipe de quart, ben, je pense que ça sert juste à être un motif de discussion dans tous les marchés de la Ligue nationale. Dans toutes les tavernes de tous les marchés. Même je suis pas sûr qu'on en parle dans les tavernes. Il y a des tavernes plus sophistiquées où est-ce qu'on passe par-dessus, je pense. Oui, probablement. J'imagine. J'ose imaginer. Je trouve que c'est un mal de notre millénaire, cette création artificielle de contenu. Comme créer des listes de meilleurs... de classer les organisations, les réseaux de filiales ou les banques d'espoir des organisations, puis faire des classements de joueurs, les meilleurs espoirs de 23 ans et moins. Puis c'est comme... Where are we going with that? Écoute, je suis pas d'accord avec toi. Oh. Moi, je trouve qu'il y a... À un moment donné, quand tu as de l'information ou quand tu as du contenu à donner, c'est juste une façon de le présenter, de l'organiser. T'sais. C'est sûr que c'est éminemment arbitraire. Puis tu dis, c'est pas, mais c'est jamais présenté comme étant la science infuse. C'est juste une façon de dire, on a, par exemple, dans le cas d'un classement d'espoir, on vous donne un paragraphe sur les 10 principaux espoirs de chaque équipe. Il y a quand même du contenu là. Alors, je trouve que je trouve ça intéressant comme exercice. La vérité, les gars, c'est que c'est les deux. C'est ça que c'est. Moi, je suis d'accord avec vous deux, puis je suis en désaccord avec vous deux. D'ailleurs, c'est toujours... Je le dis pas toujours, mais c'est à peu près toujours comme ça. Ouais. À chaque fois qu'on quitte... je fais une parenthèse parce que la semaine passée, j'ai fait une référence à... Parce que on parle des listes d'espoir. J'ai fait une référence à... est-ce que c'est Corey Pronman dans The Athletic qui en revenait pas de... Et voilà, tu viens de toucher la corde à laquelle je pense. C'est de ça dont on parle, qui avait écrit un truc du genre Lane Hudson va sûrement faire un défenseur top 4. Puis là, j'étais comme... T'as réagi, mais j'étais... Non, mais finalement, t'avais raison. Il a bel et bien écrit ça. Oui, entre autres choses. Puis il mettait en doute... il disait qu'il va générer beaucoup d'attaques, mais il va en donner beaucoup défensivement aussi. Puis ça, non, c'est parce que... Je suis pas d'accord avec son... Personne n'était... Je sais pas si c'était à Montréal, enfin. Personne n'était d'accord. Mon ami Corey n'est pas la personne la plus populaire cette semaine à Montréal. Ça, c'est clair. Mais je m'en voulais parce que j'étais comme... On a comme passé à d'autres choses, puis je me disais peut-être que j'avais sous-estimé un élément là-dedans. Ouais. Mais bon, nous sommes au diapason. Mais toi, est-ce que dans l'équipe du quart de siècle, es-tu content de voir Sheldon Sorey là, puis de voir Tomáš Plekanec et tout ça? Parce que les conversations que j'ai entendues, il y en a beaucoup qui trouvent que ça illustre que le Canadien n'a pas été une grosse équipe, une grosse équipe dans ce quart de siècle-là. Puis moi, la réflexion que je me suis fait, c'est que et dans le contexte dans lequel on est, on vit une reconstruction, ce qu'on n'avait jamais vraiment vécu. Tu sais, le balado est dans sa septième année. Puis Martin et moi, on travaillait ensemble avant ça. Puis toi, tu couvres le hockey depuis les années 50. Ouais. C'est un long préambule. Okay, Martin, regarde, ça monte. On a beaucoup parlé de philosophie puis d'approche de comment construire des équipes. On en a beaucoup parlé récemment. Puis moi, je trouve que c'est une démonstration, ça, que ces équipes-là qu'on nous montre, là, avec la première équipe, il y a Kovalev, Koivu, Plekanec,
Markov, Price, puis Weber. Ça, c'est dans la deuxième équipe. Jack évidemment, mentionne Piquet. Une équipe, c'est pas une addition d'individus. C'est ça mon... Et que quand tu regardes ces deux top 5-là, tu fais... C'est pas très impressionnant, mais reste que je pense que le Canadien a eu de meilleures équipes, entre guillemets, que ce que ces collections d'individus-là suggèrent. Voilà, donc tu m'as demandé mon opinion. Tu t'attendais pas à quelque chose d'aussi fin? Ben, je m'attendais à un préambule extrêmement long. J'ai été gâté. D'aussi raffiné. Alors voilà. Oui. Quelque chose à ajouter? Non. OK, aujourd'hui, gros week-end. Il ne faut pas se casser la tête des fois. Jakub Dobeš en rajoute. Et c'est fini, les économies. C'est tellement hockey, épisode 373. Avec votre chroniqueur sportif principal, Martin Leclerc, et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien, Marc-Antoine Godin, qui va, je le dis tout de suite, je le mentionnerai plus tard, mais Gascon revient, il reviendra. Enfin, c'est prévu. Hein? Ben oui. Il est toujours dans l'équipe. Normalement, je couvre le match du mardi, puis là, c'est Alexandre qui le couvre, alors c'est pour ça que on a... Vous avez fait un switch, qu'on dit dans le jargon. Ça, c'est du jargon de journalisme. On a fait c'est du monde des communications. Ouais. Ça fait un switch. Alors, Alex sera là vendredi. Et est-ce que je peux dire que tu t'en vas quelque part? Est-ce que je peux le dire? Ben, je m'en vais couvrir le match du Canadien à Détroit, entre autres. Oui. Et tu vas au Michigan. Oui. Tu vas en tout cas rencontrer des gens là-bas. Tu vas nous rapporter ça. Et prends en note ce que tu manges. C'est ça qui... D'accord. Donc, Marc-Antoine Godin, votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ben, quand même. Non, mais c'est vrai que c'était tout un week-end. Et il y a le match, on enregistre mardi matin. Il y a le match ce soir contre le Lightning, dont on va parler également. Puis, bon sang, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu un affrontement canadien-Tampa avec autant de comment dire, de signification. Oui, et tout ce qui en découle. Oui, c'est ça. Et comment dire, ça promet. C'est excitant. Et le week-end a été sous ce signe-là aussi. Mis à part la débandade ou le dégonflement après la première période du match de samedi entre le Canadien et les Maple Leafs. Un commentaire d'ouverture, énoncé d'ouverture sur cette fin de semaine. Canadien qui a rebondi, je pense, de belle façon dimanche contre les Rangers avec une victoire en prolongation. Je vous écoute. Moi, j'ai trouvé que c'était un week-end très intéressant. À mi-chemin dans le match de samedi, je me suis tourné vers Gascon et j'ai dit... Alex, est-ce que c'est possible qu'on voit... Est-ce qu'il y a une possibilité vraiment qu'on voit au premier tour des séries le Canadien contre les Maple Leafs de Toronto? Le Canadien dominait totalement le match jusqu'à mi-chemin. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Ça a été, même si ça s'est terminé 7-3, ça a été un match très intéressant qui nous a montré que dans le monde du sport, tout peut tourner, ça peut changer de bord sur un claquement de doigts. Un jeu en particulier, Dvorak qui lance sur le poteau à un bout de la patinoire. Ça aurait fait 4-0 Canadien. La rondelle part dans l'autre direction et sur la contre-attaque, c'est McMahon qui a marqué, je pense que ma mémoire est bonne, pour les Maple Leafs. Ça a fait 3-1 à la place. Puis le match a viré de bord à partir de là. Les Maple Leafs ont gagné du momentum. Puis j'ai beaucoup aimé le caractère du Canadien dimanche. C'était important de répondre immédiatement puis de ne pas perdre 2 matchs de suite. Là. C'est une course aux séries qui implique plusieurs équipes. Il faut éviter les séries de défaites. Le Canadien est revenu dans un match extrêmement émotif contre les Rangers, revenu de l'arrière 4 fois dans cette rencontre-là. C'était un match physique. Il y a eu une des plus féroces bagarres qu'on a vues au Centre Bell depuis plusieurs années entre Jacky et Matt Rempe et Dobeš qui a montré autre chose, je trouve. C'était un match pas facile. Il a été victime d'une coupe de buts imparable, à mon sens, là, où difficilement des tirs voilés, bons, capricieux sur la bande derrière son filet, etc. Mais il a fait les arrêts clés au bon moment. Il a permis à son équipe d'aller chercher le gros point qui faisait la différence.
Donc, c'est ça. Peut-être moi, j'ai trouvé que ça a été un week-end, très excitant pour les partisans de l'équipe. Il y a de plus en plus d'ambiance au Centre Bell et ça a montré que cette équipe-là va continuer à se battre. L'ambiance a grimpé d'un cran depuis le match contre les Canucks de Vancouver. Donc, au retour du voyage des fêtes, là, tu le sens, c'est encore plus vivant. Il y a une ambiance de série, disons-le comme ça, parce que c'est survolté, puis c'est entre autres, à partir du moment où tu as des partisans de l'autre équipe qui font le voyage, puis qui s'animent, puis qui veulent faire valoir leur présence, comme ça a été le cas en fin de semaine dans les 2 matchs, je pense que ça contribue à l'atmosphère. Sur la patinoire, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que cette défaite-là contre les Maple Leafs de Toronto, elle peut faire œuvre utile parce que c'est un rappel plus ou moins subtil que le Canadien ne peut pas se permettre de tomber dans une quelconque forme de complaisance. Puis de se dire que tout à coup, il a sa formule, puis tout va bien aller. Puis s'il est en avance, il va garder son avance. Puis s'il est en retard, de toute façon, c'est pas grave parce qu'il va combler l'écart. C'est le fun d'avoir de l'assurance, mais quand il est confronté à des bons clubs, puis les Maple Leafs étaient affamés là, dans les 40 dernières minutes de jeu, je pense que c'est un rappel utile que c'est une équipe qui n'a pas le luxe de pouvoir lever le pied à aucun moment. Puis ils en ont pris rapidement acte parce que dès le lendemain, contre les Rangers, ça a été une autre belle démonstration de caractère. Il y a des joueurs qui ont eu de la difficulté face aux Leafs, qui se sont bien repris le lendemain. C'est le cas de Lane Hudson, entre autres, qui a eu un match extrêmement difficile face aux Leafs. Probablement son pire match de la saison. Il a fini à -5. Bon, il y en a un marqué dans un filet désert. Ce qui a été beaucoup... quand on regarde son différentiel, là, il y a beaucoup de différentiels négatifs qui est l'œuvre de buts dans des filets déserts, dans le but du Canadien. Donc, si on notait tous ces buts-là, sa fiche serait plus jolie. C'est comme le contraire du gars qui marque dans un filet désert et qui atteint 20 buts en ayant 3-4 comme ça. C'est ça, exactement. C'est pas la formule Alexandre Daigle. Ben, Joe Thornton, à ces dernières années, je pense qu'il y avait genre 30% de ses buts c'était dans les filets déserts. C'est pas vrai? Ouais. Non, mais je faisais référence à Daigle parce que c'est lui qui avait expliqué les choses comme ça. Il disait, tu sais, marquer 20 buts dans la Ligue nationale, c'est pas si compliqué. T'en as 2-3 en avantage numérique, 4-5 dans un filet désert. Enfin, fin de la parenthèse. Puis, donc, Hudson a bien rebondi face aux Rangers. Brendan Gallagher aussi avait eu un match très difficile contre les Leafs. Puis, il a vraiment montré la voie face aux Rangers. Je trouve que ça a été son meilleur match en 2025. Il a été vraiment l'un de ceux qui a lancé le Canadien sur sa séquence fructueuse lors des 2 matchs en Floride après Noël, vraiment en donnant le ton par la qualité de son échec avant. Par contre, je trouvais que depuis 7-8 matchs, c'était beaucoup plus tranquille. Il semblait avoir une baisse de régime qui s'est comme vraiment manifestée contre les Maple Leafs, mais face aux Rangers, wow, il a vraiment donné le ton à son équipe, non seulement en marquant un but, en ajoutant une mention d'aide, mais à chaque présence, il était tellement tenace, il était premier sur la rondelle, il y avait vraiment un élan qu'on ne lui trouve pas sur 82 matchs nécessairement. Alors, mais la performance d'ensemble, je trouve que c'était très encourageant. Fait que, c'est ça. Ça va être finalement le match contre les Leafs, c'est une seule défaite, mais sauf que des fois, tu peux utiliser cette défaite-là pour te regalvaniser si une telle chose existe. Ben, juste ça n'existe pas. Faudrait le mettre dans le grand livre. Dans les points positifs contre les Rangers aussi, c'était le meilleur match offensif du Canadien depuis très, très longtemps. J'ai compté 26 chances de marquer de qualité dans ce match-là. Je me souviens pas, ça fait plusieurs années que je tiens cette statistique-là à chaque match. Je me souviens pas d'avoir vu autant de chances de marquer de qualité, mais de l'autre côté, je pense qu'on parlait au balado vendredi dernier que le système de jeu du Canadien commençait à glisser un petit peu dans l'exécution. Ouais. On voit plus de revirements, on voit plus Patrick Laine, entre autres. Là, il a marqué le but gagnant contre les Rangers, là, mais je pense qu'il a fait 25 jeux à haut risque durant ce match-là. Xhekaj a toute une passe sur le deuxième but des Rangers, celui de Quill. Ça a été un revirement important. Ça aurait pu changer, le faire pencher la balance du côté des Rangers.
Alors, c'est ça, il y a quand même eu 11 buts accordés durant ce week-end-là, 3 buts en désavantage numérique en 6 occasions. Fait qu'il faut... C'est encore là. Il faut rester, c'est ça. Ça reste une jeune équipe et il faut rester concentré sur les bonnes manières de disputer les matchs. Mais le Canadien a tellement eu un calendrier de fou dans les dernières semaines qu'il a beaucoup... il a beaucoup éliminé ses séances d'entraînement. Il a coupé des entraînements matinaux également. Il y en a très peu depuis un mois. Fait qu'à un moment donné, c'était fait au nom de la survie puis de la gestion des énergies, puis c'est correct. Mais là, on arrive à un point où il va falloir que Martin Saint-Louis consacre du temps pour resserrer les choses, puis tout pistonner là, pour justement que l'équipe retrouve ses repères défensivement, parce que je suis tout à fait d'accord avec Martin, ça commence à glisser. Alors, il y a comme une espèce d'équilibre à aller chercher entre quand est-ce qu'on en donne aux joueurs pour s'assurer qu'ils aient leur énergie optimale au moment du match, puis en même temps de pouvoir consacrer du temps à l'entraînement. Il y a eu beaucoup de dialogue qui a été fait entre Martin Saint-Louis et Nick Suzuki au courant de la saison, justement pour discuter peut-être qu'à tel jour, on serait peut-être mieux d'avoir congé, etc. Il voulait avoir... Martin Saint-Louis voulait avoir le pouls de son équipe, puis il a beaucoup consulté Suzuki à cet effet-là. Mais là, on arrive dans une portion du calendrier où il va falloir que les choses se resserrent un peu. Je l'ai dit, ça a été la bonne décision, puisque les victoires ont été au rendez-vous. Ben oui. Il fallait, et c'est quelque chose qu'on... Il me semble qu'on était ensemble, Marc-Antoine, l'an dernier. Quand on se disait encore, Martin Saint-Louis aurait peut-être besoin d'un peu d'un mentor ou de quelqu'un. On disait ça. On dit plus ça aujourd'hui, mais on disait ça. Puis on avait même parlé jusque-là de pratiquement de l'horaire, de régler l'horaire et tout ça. Et visiblement, c'est ça. Ça s'est très bien passé au cours des dernières semaines. Tu disais, Martin, tu demandais à Gascon si on allait voir ces deux équipes-là en première ronde, Toronto-Montréal. Qu'est-ce qu'il t'a dit? on est juste partis à rire les deux parce que c'est comme une conversation de science-fiction. Là. On retourne un mois et demi en arrière, puis d'avoir ce genre de possibilité-là qui peut flotter dans l'air. On est juste partis à rire et ce serait... Et on se dit, si ça arrivait, là, on parle de... Ça va être le titre du balado. Mais Martin si Leclerc prédit... On imaginait le scénario, les Maple Leafs qui ont toute la pression du monde de vouloir, d'essayer de remporter, de franchir le premier tour éliminatoire. Le Canadien qui a zéro pression, une ambiance dans les deux villes et tout ça. La dernière fois, c'était durant la pandémie, là, les deux villes n'avaient pas vécu ça. Et c'était la première fois depuis les années 70, si ma mémoire est bonne, que les deux équipes s'affrontaient en séries éliminatoires. On avait failli voir une finale en 1993 entre les deux. Mais bref, ça nous a juste fait rêver un peu en nous faisant répéter à quel point c'est une saison, c'est un revirement de situation extraordinaire, ce qu'on voit là. Non, je reviens là-dessus parce que moi, je l'ai entendu beaucoup ça dans le match de samedi. Là, Canadien avance 3-0. Là, c'est comme OK, là. OK, contre les Maple Leafs, c'est comme OK, genre, on s'en va en série. Non, mais genre, les gens et il va falloir, je sais pas, à quel moment... D'ailleurs, j'ai deux questions aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on va commencer à se poser ces questions-là? Mais à quel moment est-ce qu'on va commencer? Parce que tu as raison, puis on l'a dit, je dis Martin, tu as raison, mais on l'a dit aussi au cours des dernières semaines. C'est une lutte qui a comme pas d'allure là, dans l'Est. Là. Ils sont vraiment 3-4 équipes qui sont là et qui perdent pas, et ça inclut le Canadien. Mais... c'est une lutte plus à 8 équipes. Là. Ouais, c'est ça. C'est un match de 4 points ce soir contre le Lightning. Ça va être que ça, des matchs de 4 points. Là, aussitôt que tu vas jouer contre une équipe de l'association Est. Et donc, beaucoup de matchs de 4 points parce qu'il y a beaucoup d'équipes impliquées. Fait que c'est vraiment à la baïonnette. Les équipes qui vont réussir à sortir de ça vont être brûlés. Vont avoir laissé beaucoup d'énergie. Ça, c'est clair. Mais à chaque fois que tu te mets à jouer du hockey de série dès le mois de janvier, à un moment donné, tu t'en laisses beaucoup là, en cours de route. Je vais enchaîner avec ça parce que je vous mettrai pas devant la question. Je trouve que c'est prématuré. La question étant, est-ce qu'ils vont faire les séries ou une genre de variante, là, genre de variante de ça. Mais je vais te répondre autour du 5 avril. Je vais me risquer à ce moment. Mais la question aurait été à quel moment est-ce qu'il va falloir considérer sérieusement? Je pense que ça s'en vient. Ce moment-là, là, où
dépendamment de comment les choses... C'est parce qu'il y a tellement d'adversaires du Canadien dans son calendrier qui sont justement parmi ces 8 équipes-là que tu peux pas discuter de ça aujourd'hui parce que tu vois, cette semaine, le Canadien, ce soir, affronte le Lightning. Si le Canadien l'emporte en temps régulier, il va s'approcher à 1 point du Lightning. Alors, tu sais, ça veut dire être vraiment pas loin d'une place en séries éliminatoires. Jeudi, c'est contre les Red Wings de Détroit qui, eux, font partie, sont dans la course eux autres points, aussi. Je pense. 8. Exact. Fait que, tu sais, tout juste avant, il va y avoir encore le Lightning tout juste avant les 4 nations. Puis après ça, là, il va y avoir un beau régime de sénateurs d'Ottawa à la fin du calendrier. Je pense qu'il y a 3 matchs dans le dernier tiers de saison face aux sénateurs. Ça va être significatif à ce moment-là. Alors, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour se compromettre juste à cause de l'identité des adversaires. Après le deuxième match contre les sénateurs, on devrait avoir une idée si on peut commencer à en parler ou non. L'autre question prématurée, parce que là, à la lumière, on l'a d'en face. Là. Samedi, dimanche, il y a les résultats, il y a la manière aussi, mais c'était Samuel Montembeault qui était le gardien samedi. Jakub Dobeš qui était là dimanche, son baptême de feu au Centre Bell. Martin, tu l'as dit, c'était un match particulier. Tu sais, je pense que c'est peut-être le match où il a eu le plus d'adversité, même s'il a battu des grosses équipes. Là. Et là, c'est quoi? C'est 5 victoires en 5 matchs, avec la façon dont on en a été témoin. Est-ce qu'il y a un moment où il va falloir se demander s'il devrait jouer plus? Ou ça n'arrivera pas à ce moment-là? Non, mais écoute, ça a été son match le plus difficile. Je trouve qu'il s'est beaucoup battu avec la rondelle. Il avait l'air plus nerveux. Il dit après la rencontre, entre autres, il dit une des raisons pour lesquelles j'étais nerveuse, c'est que mon père était dans les estrades, puis ça faisait 1 an et demi que je ne l'avais pas vu. Alors, puis c'est son premier départ au Centre Bell. Je comprends, là, il y avait des fourmis dans les jambières. Alors ça, c'est tout à fait normal, mais je trouve qu'en même temps, le résultat, c'est qu'il était un petit peu plus hésitant. Par contre, les 2 arrêts clés qu'il a fait en prolongation ont mené directement à la victoire de l'équipe. Puis les gens qui n'étaient pas encore debout au Centre Bell, après ces 2 arrêts-là, l'ont été. C'était vraiment survolté. Mais il va falloir... Je pense que pour l'instant, c'est clair qu'il en fait la démonstration match après match qu'il garde son équipe dans le match, mais le fait de l'envoyer dans la mêlée, ça permet aussi de garder Samuel Montembeault relativement reposé, de s'assurer aussi que le Canadien va chercher le meilleur de Montembeault, qui lui ne connaît pas nécessairement non plus ses meilleurs moments. Il y a des matchs un petit peu plus difficiles lui aussi. Mais je pense que de manière générale, malgré les relâchements en défense, je trouve que le Canadien est assez bien servi devant le filet. Oui, alors, avant de... est-ce qu'on va arriver à un certain moment dans la saison où on va diviser les tâches 50-50? Je sais pas. Ça va dépendre. Je pense que le tournoi des 4 nations, la pause dont le Canadien va bénéficier, et Montembeault qui, lui, va être dans ce tournoi-là, peut-être qu'il va garder les buts, on ne sait-on jamais. Peut-être que ce sera un facteur dans la façon dont Montembeault va se comporter pour le reste de la saison, mais je pense que pour l'instant, le mieux que Dobeš peut s'espérer, ce soit une séparation 50-50 des tâches. Mais à mon sens, s'il garde les buts 1 fois par semaine, comme c'est le cas depuis le début, depuis son arrivée à Montréal, ce serait déjà une bonne base. Ne tirons pas sur la fleur. Et j'ajouterais don't fix it if it ain't broken. Et voilà. Il n'y a rien à réparer. Alors, laissons ça comme ça. C'est quand la dernière fois que Jacky s'est battu puis l'autre équipe, elle a eu 2 minutes de plus? Je pense pas que c'est arrivé encore. Il y a une manière de faire les choses. Il y a une belle maturité ce côté-là. Il y a une maturité dans sa game, dans comment il gère ses matchs et tout. C'est un élément qui apporte à notre équipe qui est important. Puis je pense qu'il apprend à faire ce job-là. Puis il l'a fait avec maturité à soir. Tout est là. Tout est là. Je pense que... Et non seulement cet épisode-là, auquel Martin Saint-Louis fait référence, l'empoignade entre Arber Xhekaj et Matt Rempe, c'était le premier. Le premier. Parce qu'il y a des gens qui trippent là-dessus et qui suivent ça avec attention et qui... C'est bien correct, là, je dis pas... Il n'y a pas de sous-texte dans mon énoncé.
Mais Rampey a sa réputation, Jacky a la sienne. Ouais. C'était attendu chez ceux qui suivent ça. C'était la première fois, je pense, qu'ils se coltaillaient. Oui, de mémoire. Ouais. Et c'est vrai que la façon dont Jacky a géré ça, c'est une illustration probante de son évolution. Là. Bien, surtout que la veille, c'est que tu dois mettre ça aussi en parallèle avec les événements de la veille où il a été invité à se battre par Ryan Reeves à un moment où les Canadiens menaient 3-0. Et puis Reeves vraiment cherchait à provoquer Jacky, puis Jacky lui faisait juste des gestes, genre pas de temps. Là. Il a montré le tableau. C'est comme c'est 3-0 pour nous autres. Ben oui, exact. Alors, ça aussi, ça fait partie. C'est éviter de tomber dans le piège que lui tend l'adversaire. Alors, je trouve que la maturité était là également, c'est de choisir son moment. Et puis, le fait qu'il ait gagné un combat de façon quand même assez convaincante face aux plus gros joueurs de la Ligue nationale. Étonnamment, par exemple, Rampey, je pense, perd quand même sa part de combat pour un gars qui est aussi volontaire à acheter les gants puis qui a ce physique-là. C'est pas non plus Derek Bogard à l'époque, là, mais en tout cas, il va peut-être falloir qu'il montre aussi qu'il est capable de jouer au hockey parce que pour l'instant, il n'est qu'un goon, puis les Rangers continuent de croire qu'il y a plus dans ce joueur-là, mais dans la façon dont il est utilisé puis dans la façon dont lui agit, jusqu'à preuve du contraire, il a l'air d'un gars qui n'est qu'un goon. Mais je trouve que Jacky s'est très, très bien défendu. Martin Saint-Louis a tout à fait raison parce que ça fait en sorte qu'il comprend son rôle. Il sait qu'il a... Tu parlais de réputation à défendre. La façon dont Jacky a frappé Reeves, à un moment donné, il y a eu une mise en échec samedi en entrée de zone. Reeves avait la tête basse un petit peu. Jacky l'a vraiment bien ramassé. Reeves aurait pu décider de sauter dessus, mais sauf qu'il y a quand même une forme de respect de dire c'est Arbor Jacky. Il y a une entente. Il s'est fait un nom dans ce créneau-là très rapidement dès son arrivée dans la Ligue. Mais là, aujourd'hui, d'être capable de canaliser ça comme il faut, puis de l'utiliser au bon moment, puis d'être en même temps capable de pouvoir imposer le respect qu'il impose, je trouve que c'est un outil à la disposition du Canadien parce que c'est rare. Avoir un gars qui est capable de jouer de façon régulière, d'avoir sa présence régulière dans la formation, puis d'avoir ce genre de facteur intimidation-là, c'est le fun que le Canadien ait un joueur comme ça parce que c'est pas toutes les formations de la Ligue qui en ont un. Ça vaut de l'or, honnêtement. C'est pour ça que depuis que Jacky est là, on entend que toutes les autres équipes sont intéressées à... pas toutes, là, mais... il y a beaucoup de fumée. C'est tout à fait normal. Alors, il s'agit juste d'être patient avec lui. Je ne sais pas dans quelle mesure il va pouvoir devenir bien meilleur que ce qu'il est là, ou en fait qu'il va pouvoir s'améliorer, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sauf qu'en termes de hiérarchie, est-ce qu'il va pouvoir jouer beaucoup plus haut dans l'alignement? Peut-être qu'il va rester un 5e défenseur pour l'essentiel de sa carrière, mais est-ce qu'il peut être le meilleur 5e défenseur de la Ligue? Pourquoi pas? Alors, je pense que le Canadien serait bien servi s'il gardait Jacky sur sa 3e paire et que lui se développait pendant des années. Là. Puis il y a un changement, je trouve, de façon générale. Ça aussi, je pense qu'on en a parlé au cours des dernières semaines, mais le Canadien est moins... victime? Victime, c'est ça. Je te devine. Non, mais tu sais, je viens d'écrire la biographie de Gilles Lupien et Gilles disait... L'intimidation, quand il faut attaquer ça en amont. Il ne faut pas répondre à ça. Il faut faire de la prévention si tu ne veux pas être victime de ça. Et le Canadien, auparavant, était souvent en rattrapage. Il y avait des mises en échec extrêmement dangereuses qui étaient données. Les joueurs qui se faisaient malmener. Puis là, on essayait de corriger la situation par après. Là, on a vu Jacky qui... s'est contenté de jouer au hockey contre les Maple Leafs, qui a pointé le tableau à Ryan Reeves, mais contre les Rangers, il savait qu'il y avait un des gros intimidateurs de la Ligue qui était là, et c'est Jacky qui le picossait durant tout le match, qui disait « Je vais t'arranger ça, on va s'affronter. » Et Rampey a jeté les gants à un moment donné, ou à un moment où Jacky... Il a un peu soccer punché, Jacky. Ouais. Mais Jacky nous a dit qu'il s'est excusé au banc, Rampey, après. Ouais? Il a dit, je m'excuse, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je voulais pas... Parce qu'on les a vu se parler. Il y a un respect, habituellement, c'est pour se dire des bêtises, mais là, c'est bien. Mais dans ce cas-là, il a été en amont, parce que c'est lui qui pourchassait Rampey durant le match, puis qui l'a invité plusieurs fois pour dire, là, on va t'arranger ça, mon homme. Et
écoute, ça fait partie du sport, l'intimidation. Il faut que tu t'arranges pour être du bon côté de la ligne, de ne pas être celui qui en est victime. Et Xhekaj commence à bien maîtriser ça. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une... Je sais que c'est pas une statistique qui est complètement fidèle parce qu'elle est comptabilisée par des officiels mineurs qui sont très subjectifs d'un aréna à l'autre. Mais les mises en échec, de la même manière que les revirements, c'est le même problème là, d'un aréna à l'autre. Mais en termes de mise en échec, par 60 minutes, le Canadien est la 9e équipe qui en donne le plus. Alors, il y a quand même une implication physique. On parle ici de 23,45 mises en échec par 60 minutes. Les Panthers de la Floride sont premiers à un peu plus de 28 par minute. Et les Oilers d'Edmonton sont sous la barre des 13 mises en échec par 60 minutes. Donc, on a une équipe qui... C'est pas leur... manifestement, ce n'est pas leur tasse de thé. Ouais. Remarque, ils ont aussi beaucoup la rondelle, puis souvent, quand tu as la rondelle, tu frappes moins. Ça de donner une mise en échec quand tu as la rondelle. Mais Peter Forsberg, il faisait ça. Ouais, non, ça prend des habiletés. Un mot sur Owen Beck avant qu'on parle du Tampa Bay qui sera en ville ce soir. J'ai pas trop compris la séquence des événements. Bon, je crois comprendre qu'il y avait beaucoup pas d'incertitude, là, mais même samedi, pas longtemps avant le match, on n'était pas certain. C'était dimanche, on n'était pas certain qui serait là, qui serait pas là. Puis finalement, on a... Habituellement, quand il y a un rappel, je le sais plus qu'une heure avant le match. Là, j'ai été un peu surpris de voir que Beck avait fait le trajet là, pour rejoindre les siens. Mais si on annonce le rappel à 17h, c'est pas... Est-ce que ça compte pas pour la journée présente, non? C'est pas... Il n'y a pas une question d'heure en termes de plafond salarial? Non, mais il a été rappelé avant 17h de toute manière. Non, c'est pas parce que moi, je l'ai appris plus tard que ça s'est pas fait plus tôt. Ils l'ont annoncé juste à 17h. Je sais pas si... officiellement. Oui, il y avait beaucoup... c'est une question de disponibilité média, puis... OK. C'est de la gestion. C'était de la gestion de relations publiques plus qu'autre chose. Okay. Là. Pas de, donc, c'est pour ça qu'on l'a su. Il y avait un flou, là, entre autres, que Chantal Maccabé devait clarifier avec Martin Saint-Louis avant de transmettre l'information aux médias. Je trouve ça intéressant comme rappel. Moi, honnêtement, je suis un peu surpris que ce rappel-là ait eu lieu après le match contre les Maple Leafs, parce que là, dans la situation actuelle, Owen Beck s'est ramassé à jouer 3 matchs en 3 soirs. Puis on dirait que ça a comme été une façon de dire, ben là, tu sais, quand je parlais tout à l'heure du fait que le Canadien s'était fait un peu corriger puis avait une leçon face aux Maple Leafs, peut-être que ça a été la principale façon de réagir pour dire l'élément différent qu'on peut apporter, c'est remplacer Pezzetta par un autre joueur. Mais tu sais, on avait eu une discussion à cet effet-là vendredi. Si le Canadien jugeait que c'était pertinent de remplacer Pezzetta puis d'aller optimiser le poste de 12e attaquant, ben ça aurait pu être fait dès l'affrontement de samedi face aux Maple Leafs. Fait que de glisser comme ça de samedi à dimanche puis de rappeler Owen Beck, ben écoute, mieux vaut tard que jamais, là, c'est correct. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu intègres un joueur de centre au poste d'ailier. Alors, ça donne quand même un soutien additionnel à Jake Evans au cercle de mise en jeu, entre autres. Mm-hmm. Un gars qui est quand même assez fiable défensivement, certainement qu'il l'est plus que Pezzetta. Mais c'est aussi, tu sais, Owen Beck a été l'un des meilleurs joueurs du Rocket depuis le début de la saison. Fait que même si ça doit être un rappel très, très temporaire, c'est aussi une façon d'envoyer un signal aux jeunes en bas, de dire, bien, vous savez, quand vous faites bien, à un moment donné, on le voit, puis vous pouvez être récompensé en conséquence. C'est bon pour son développement à Beck aussi, de venir se tremper les orteils dans la Ligue nationale et de retourner et de dire, OK, là, je sais où j'en suis dans mon développement, dans mon évolution. Dans ma ligne de développement. Et il a joué plus que 8 minutes dans ce match-là. Il a joué plus que dans tous les matchs où Pezzetta avait été impliqué depuis le mois de janvier. Avec 6 minutes à jouer, un pointage de 4-4. Et dans un match de 4 points, il était sur la patinoire encore. Donc, Martin lui a fait confiance. Il a fait un très beau jeu. Je me souviens pas si c'était en première ou en deuxième période. Les Rangers étaient en train de déclencher une contre-attaque à 2 contre 1 et Beck a fait un repli défensif incroyable. Il est venu chercher un des 2 attaquants des Rangers pour tuer dans l'œuf cette attaque-là. Alors,
C'est important. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre qu'on laisse dans l'alignement un gars auquel l'entraîneur faisait pas plus confiance que ça, là, pour pas plus que 3-4 minutes par match. Ce sont tous des matchs importants. On l'a dit en début de balado. Fait que, il faut que tu t'arranges pour couvrir tous les angles et te donner toutes les chances possibles d'être le plus performant possible. Et ça va être intéressant. Enfin, j'espère qu'il sera là, Beck, jusqu'au retour de Heinemann. Puis, ça va être intéressant de le voir dans un contexte où il ne viendra pas de jouer deux matchs en dos à dos avant. Parce que ça, c'était son troisième là, de suite. Qui aurait pensé que en ce début d'année un peu frisquet... Hey, c'était le Blue Monday hier, pour plein de raisons. Hein? Est-ce que c'était hier? Oui, normalement, c'est le troisième lundi du mois de janvier, mais bon, ça, ils appellent ça Blue Monday ou le lundi de la déprime. Là. Ouais. J'aime mieux utiliser lundi de la déprime parce que pour moi, Blue Monday, c'est autre chose. Oui, c'était une affaire de baseball. Hein, Martin? C'était une affaire. Ouais, Martin, d'ailleurs, quand j'ai dit Blue Monday, j'ai vu là, que tu avais comme les fils où enfin il s'est passé quelque chose. Pour les enfants à la maison, c'est une affaire de baseball auquel les gars font référence. C'est contre on peut le... contre les Dodgers de Los Angeles dans les séries de 1981, un circuit dramatique de Rick Monday, un lundi. Lundi après-midi. Le gars s'appelait Monday. Ouais. Dodger Blue, Rick Monday. C'est ça. C'était fait, ça allait de soi. Rick lundi. Donc, non, mais je sais qui aurait pensé qu'au lendemain du lundi de la déprime, à la veille d'un affrontement Tampa Bay canadien, on aurait droit à un match entre deux équipes qui sont nez à nez. Ah oui. Au coude à coude. Mais... j'ai des petites nouvelles, par exemple. Le Lightning de Tampa Bay, qui a perdu hier à Toronto, avait décidé d'envoyer dans la mêlée son gardien auxiliaire. Oui. Alors, qu'on a vu, sauf erreur, me semble, parce qu'il y en a eu au moins un match contre Tampa cette année. Oui, c'était Johansson. Ouais. Et de façon générale, le Canadien a eu son lot de gardiens auxiliaires auxquels il a fait face. Mais là, Andrei Vasilevskiy étant reposé, va affronter le Canadien et je vous annonce que sa fiche face au Canadien est assez éloquente. 15 victoires, 2 défaites en prolongation, 935 de taux d'efficacité et une moyenne de buts alloués de 1,98. C'est pas mal. En fait, face aux adversaires de l'association Est, là, ceux qu'il rencontre le plus souvent, c'est pas mal les meilleurs chiffres que Vasilevskiy présente. Fait que John Cooper a décidé de garder son gardien de but numéro 1 face à une équipe dont il a le numéro. Et ça démontre que l'attitude envers le Canadien, la perception change dans la Ligue nationale. Et ça, la dernière fois qu'ils ont joué des matchs significatifs, le Lightning et le Canadien, un contre l'autre, des matchs où... c'était deux équipes là, qui se valent, là, qui s'affrontent. Qui se valent. Je pense pas que les deux équipes se valent encore, mais quand même, il n'y avait pas un écart important entre les deux au classement. Il faut remonter à 2017. Là, ça fait quand même un bout. Donc, c'est un événement ce soir, un match de 4 points. Le Lightning, qui est un standard dans la Ligue nationale depuis longtemps. Puis on regarde... je regardais l'alignement du Lightning, puis c'est une équipe qui a une période difficile. Depuis la défaite contre le Canadien le 29 décembre, le Lightning joue sous la barre de 500, l'attaque est 22e, la défense est 16, 17, 18e. Puis c'est sûr que tu regardes le nombre de vedettes, les hauts salariés, les joueurs qui ont un statut élevé dans la Ligue nationale. Au niveau du star power, le Lightning a l'avantage, mais tu regardes en termes de profondeur, le Canadien a plus de profondeur que le Lightning. Les deux derniers trios du Lightning, ce sont des gars qui gagnent des Zegmus Girgensson puis Mitchell Chaffee, des gars qui gagnent 800 000 les troisième et quatrième trios du Canadien ont marqué 28 buts de plus cette saison que les troisième et quatrième trios du Lightning de Tampa Bay. Donc, ce sont deux équipes construites différemment. Là. Les deux premiers trios du Lightning sont supérieurs, puis tout le monde concède ça. Mais dans l'ensemble? Au classement, il n'y a plus un écart si important que ça. Fait que c'est intéressant. Bien, c'est avec sa profondeur que le Canadien avait gagné à Tampa après Noël. Fait que voyons voir s'ils vont être en mesure de répéter cette formule-là, parce que c'est vraiment
c'est vraiment là le salut du Canadien pour connaître du succès. Oui, tu as besoin d'avoir tes meilleurs éléments qui fonctionnent. Puis en ce moment, je trouve que le premier trio joue de l'excellent hockey. Oui. Juraj Slafkovský s'est réveillé, est beaucoup plus impliqué. Puis on le voit, il est dans entre guillemets, il est dans le même écran, il est dans la même image que Suzuki et Caulfield. C'est le fun à voir. Mais c'est la contribution des 4 trios qui rend cette équipe-là efficace face à des équipes dont le talent de pointe est supérieur. Slafkovský, c'est un gars de deuxième moitié. C'est ça qu'on est en train de constater. Il est meilleur après fête. Ça se peut très bien. Donc, évidemment, et tu l'as dit, Vasilevskiy, c'est peut-être c'est certainement ce qui fait pencher la balance d'un côté, mais on ne boudera pas notre plaisir. C'est un gros match au Centre Bell mardi soir. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, qu'aimez-vous le plus dans la présente séquence du Canadien? Sur Facebook, il y a Cathy qui dit « L'unité, l'acharnement, le goût de gagner. Tous ensemble à la bonne place. » C'est pas mal ça. L'esprit d'équipe et sa résilience, Bernard, ça sur Facebook. Richard, c'est presque le jour et la nuit sur les réseaux sociaux et sur la glace aussi. Là. C'est pour une fois qu'il y a de la concordance. Sur Twitter, Maxime, que si on oublie, ça c'est ma préférée, que si on oublie chaque fois qu'ils ont perdu, ils sont invaincus cette saison-ci. Ça, c'est les enseignements de Caden Primo, qui va bien, qui allait bien à Laval. Bon. Ça va bien. Tout le monde va bien, tout le monde est de bonne humeur. Sur Twitter, Pascal, leur combativité, c'est ce qui faisait que l'équipe était agréable à regarder dans leur mauvaise saison ces dernières années. Et maintenant, ils ont le talent et la santé, ils récoltent aussi les résultats. C'est intéressant parce qu'on vantait la combativité du Canadien l'an passé, en fin de saison, la saison précédente. Puis vite, une autre sur Twitter, sur le Gram, Insta. Xavier dit « J'adore que les joueurs n'abandonnent pas quand ils tirent de l'arrière. » Ça recoupe ce qu'on vient de dire. Et sur le YouTube, Matt Lamellé, une équipe plus rapide, agressive et inspirée. Ça ressemble à ça. C'est des qualités que tu aimes avoir. Oui, c'est des bonnes qualités. Dernier droit de cet épisode, Marc-Antoine, parlons d'argent un peu. D'accord. Finances personnelles. Parlons, parce que là, en ces temps incertains, disons-le comme ça, hein, il va se passer quelque chose dans la Ligue nationale un peu à contre-courant, parce que là, ça va tellement bien que on n'a plus besoin de mettre de l'argent de côté. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec le système qui est en place depuis l'instauration du plafond salarial, c'est qu'il existe un mécanisme pour garantir que les propriétaires ne paieront pas plus que, c'est 50%? Oui. Alors, sur chaque paye, il y a une ponction qui est prise pour mettre dans une petite réserve pour pallier, si jamais la Ligue fait un peu moins d'argent et s'assurer donc que les propriétaires ne payent pas plus que 50% des revenus. Et là, il y en a tellement des revenus que on aura, c'est à compter du 30 janvier. À compter du 30 janvier, il n'y a plus cette ponction-là qui était assez... c'est quoi? C'était c'était 20% des salaires? Non, pas cette année. Non. On était à 6%, okay. Mais on a été à un certain moment, pendant la pandémie, à 20%. Donc ça, c'est de l'argent qui est mis en fiducie. C'est ce qu'on appelle en anglais de l'escrow. Tu l'as très bien expliqué. Il y a des... on veut s'assurer finalement que... Parce que les revenus sont toujours... Il y a toujours des projections de revenus. Le plafond salarial est établi en fonction de projections, mais si, pour une raison ou une autre, les projections ne sont pas rencontrées puis les revenus sont moindres, bien, le manque à gagner, on va aller piger dans ce compte en fiducie-là. Les joueurs aisent ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose pour lequel ils se sont battus ou ils ont beaucoup négocié pour essayer de mettre fin à l'escrow. Au fil des ans. Parce que c'était exagéré à un moment donné. Les gars se faisaient prélever pas mal d'argent sur leur paye, mais ça donnait un peu de l'argent de Monopoly aux directeurs généraux pour... oui, absolument. Parce que même avant la pandémie, là, c'était régulièrement du 14, 15, 16 %. C'est ça. C'était lourd. Alors,
là, évidemment, et pour revenir au jeu, où quand le manque à gagner était si clair, là, dans le protocole de retour au jeu après la pandémie, les joueurs ont accepté, ils ont dit, on reconnaît qu'il va y avoir un manque à gagner, puis on va contribuer, on va faire notre part. Mais là, pour que l'escroc soit réduit à néant et que tout le monde, et que les joueurs encaissent 100% de leur salaire, et même qu'il y ait une possibilité qu'il y ait un surplus puis qu'ils encaissent 101, 102% de leur salaire, ben là, tout le monde, les joueurs sont fous de joie et ça signifie que finalement, il y a une santé financière à peu près sans précédent autour de la Ligue nationale. C'est clair que les contrats télé vont bien. Le déménagement de l'Arizona en Utah a évidemment aidé les coffres de la Ligue. Et puis, ça va faire en sorte que là, il était déjà question d'un plafond salarial qui allait augmenter à 92-93 millions la saison prochaine. Je m'en voudrais de ne pas dire que cette histoire-là d'escrow qui est réduit, en fait, qui est éliminé pour la balance de la saison, c'est notre collègue Marco D'Amico qui a sorti cette nouvelle-là. Ouais. Et puis, Elliot Friedman, lui, a renchéri samedi en disant que là, ce qui était discuté chez les propriétaires et le bureau de Gary Bettman, c'était non seulement d'essayer d'établir un plafond salarial en vue de la saison prochaine, mais de pouvoir essayer de fixer tout de suite le plafond peut-être de la saison suivante, sinon des 2 saisons suivantes. Alors là, quand la Ligue se met finalement à se péter les bretelles de la sorte, c'est signe que les choses vont bien. Et puis, ça va être intéressant de voir... ça va aider les équipes qui se sentent un petit peu coincées pour l'instant, qui ont des grosses décisions à prendre. Je pense entre autres à l'Avalanche du Colorado avec Mikko Rantanen. Quand tu sais non seulement quel va être le plafond salarial de la saison suivante, mais après ça, l'année d'après, ça te permet de planifier beaucoup plus en avance, puis d'être plus créatif, puis de comprendre exactement, de diminuer le risque, parce que là, tu sais exactement ce à quoi tu fais face. Alors, les équipes qui étaient un petit peu plus coincées vont être contentes. Mais là, si le plafond augmente beaucoup, les équipes comme le Canadien de Montréal, qui, elles, n'ont pas nécessairement de limite de dépenses, Jeff Molson a les moyens, là, ça va être facile pour le Canadien de demeurer une équipe qui serait à côté contre le plafond salarial. Mais c'est bien le fun que le plafond augmente. Mais un jour, il y a peut-être des équipes qui, elles, qui sont moins fortunées. Ouais. Ils vont dire, ouais, mais moi, un plafond à 102, 103 millions, c'est le fun pour la santé de la Ligue. Mais moi, peux-tu me le permettre chez nous? C'est pas les 32 équipes nécessairement qui vont avoir ce réflexe-là. Fait que les équipes qui ont plus de puissance financière, plus de moyens, risquent d'être avantagées. Ah, déjà. Parce que... mettons, dans une ligue où, si on prend le baseball, où le plafond salarial, il n'y a pas de plafond salarial, mais où est-ce que il y a une taxe de luxe, c'est ça, l'espèce de limite est beaucoup plus élevée. C'est pas toutes les équipes qui dépensent le maximum. Ben non, il y a un plancher pour ça, pour prévoir que les équipes les moins fortunées... C'est ça, mais je veux dire, il y a plusieurs équipes qui sont obligées de fonctionner avec un budget maison. Oui. Et il y en a au hockey, mais il va peut-être y en avoir de plus en plus. C'est ce que Marc-Antoine dit. Ben, c'est parce que je pense qu'il y a quand même, évidemment, le partage des revenus fait en sorte que les équipes les plus pauvres se font donner un coup de main, puis ça, c'est normal, puis ça aide leur compétitivité. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est que si, dans ton budget maison, tu traces la ligne, je sais pas, mais 8-10 millions de moins que d'autres, ça peut faire une différence sur la patinoire. Absolument. Absolument. De mémoire, c'est jamais arrivé qu'on prévoit, qu'on sache 2-3 ans à l'avance quel sera le plafond salarial. Ce serait une première depuis l'instauration? Qu'on le sache, oui, il y a eu des projections qui ont été faites, mais de le fixer, c'est ça. Non, ça n'a jamais été fait. Et effectivement, ça pourrait... ça serait... Moi, si j'étais DG, je préférerais ça. Ben oui. Avoir une idée d'où est-ce qu'on s'en va. C'est clair. D'accord. Alors, à suivre.
pour terminer, j'aurais aimé qu'on parle de Connor. Il faut qu'on parle de Connor. Marc-Antoine est notre homme. Ah oui? OK, Je suis sûr qu'il y a une opinion là-dessus. Suspension de 3 matchs. Enfin, les gestes sont assez... si vous n'avez pas vu la séquence, là, il y en a du coup de bâton d'en face avec Connor Garland. Avec Connor Garland des Canucks. Ouais, little Chinappans. Mais comment dire... moi, cela dit, c'est une séquence qui est assez longue. Hein. Ça se picosse à la ligne bleue, ça tombe, on est par terre, on se picosse. J'ai eu de la difficulté à comprendre pourquoi les arbitres n'avaient pas intervenu plus tôt. Surtout quand Connor McDavid... Je pense que Connor McDavid se pose la même question que toi. C'est ça. C'est ça le problème. Et surtout qu'en plus, ça devrait pas être comme ça. Là. Tout le monde devrait être égal devant la loi. Mais bon, hein, on vit dans le monde dans lequel on vit. Donc, je l'ai ajouté, surtout quand il s'agit de Connor McDavid. Et là, c'est ça, il y en a qui se demandent si comment ça McDavid est obligé de se faire justice à lui-même. Là. Parce que c'est un peu ça qui est arrivé. Écoute, il reste 15 secondes au match. Les Oilers perdent 3-2. Ils ont leurs meilleurs effectifs sur la glace. Connor McDavid se dit « Je vais aller marquer le but égalisateur ». Puis Connor Garland qui décide, lui, de faire une obstruction de tous les diables, qui l'empêche de faire quoi que ce soit, qui lui fait des prises de lutte sous les yeux de l'arbitre. Puis les deux arbitres ne font rien. Chris Lee et puis... voyons, comment s'appelle-t-il, donc, le flamboyant, là, celui qui annonce les pénalités. Wes McCauley, merci. Donc, la frustration de Connor McDavid, c'est de dire on m'a empêché de jouer pendant de nombreuses secondes. Alors, c'est vraiment... Ça n'excuse pas le double échec au visage de Garland, mais ça ne l'excuse pas, mais ça explique l'origine de la frustration. Alors, en ce sens-là, si les arbitres avaient fait leur travail, puis qu'ils avaient décerné une punition dans les dernières secondes à Garland, ben peut-être que les Oilers auraient eu un avantage numérique, 5 contre 4, mise en jeu en zone des Canucks avec quoi, je sais pas moi, 10-11 secondes à faire, puis ils ont une chance légitime. Mais là, en laissant Garland faire à peu près ce qu'il veut, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'on a fermé les yeux parce qu'il restait si peu de temps au cadran? Je ne sais pas. On n'a jamais l'occasion de pouvoir parler aux arbitres pour comprendre exactement quel était le fond de leur pensée. Mais la genèse, l'erreur de départ, c'est de ne pas avoir puni Garland. Après ça, le coup de McDavid, c'est sûr qu'il mérite une suspension. Et il le sera, suspendu 3 matchs. Mais en même temps, la sous-question, c'est... parce que les arbitres, c'est pas des imbéciles, là, je veux dire... Pourquoi il laisse... Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, tu viens de dire peut-être que parce qu'il restait pas assez de temps, mais est-ce que McDavid a, je sais pas, un problème de... Il mérite pas qu'on s'en occupe? Non, c'est juste le meilleur joueur de la Ligue. Écoute, il n'y a pas... Tu sais, il y a toujours eu une discussion autour de est-ce que les meilleurs joueurs de la Ligue doivent avoir droit à un traitement préférentiel. Il y en a qui en ont eu un. Tu sais, à l'époque de Gretzky était très bien protégé. Mario Lemieux ne l'était pas. Sidney Crosby aussi, trouvé que dans les premières années de sa carrière, qu'il n'était pas suffisamment protégé. McDavid doit certainement avoir cet argument-là. Mais, tu sais, en même temps, plus tôt cette semaine, il y a eu un match contre le Wild du Minnesota où Connor McDavid a sorti le coude et juste en passant devant Marcus Johansson du Wild. Et puis, Johansson a dû quitter la rencontre. Il a été manifestement sonné par le coude au visage qu'il a reçu. Puis McDavid n'a pas été puni. Il n'y a pas eu d'amende, il n'y a eu rien du tout. Alors, est-ce que les arbitres se sont dit par la suite, on va essayer d'équilibrer le tout? C'est un petit peu dans leur mentalité, hein? C'est bon. Hein? Mais écoute, ça, je spécule, puis je leur prête probablement de la mauvaise foi en faisant ça. Mais sauf qu'il y a quand même... Il y a eu beaucoup d'attention autour de McDavid pour des raisons reliées à la discipline cette semaine. Il y a eu un slew foot, un croc en jambe. De Adrian Kempe aussi, dont il lui-même a été victime. Ça a amené une amende à Kempe. Tu sais, ça a été... Il y a beaucoup d'attention. Une grosse semaine pour lui, ouais. Alors, tu sais, ton premier segment s'appelait Gros Week-end, mais pour McDavid, ça a été gros semaine. Charité bien ordonnée commence par soi-même et il ne faut pas que tu attendes nécessairement que les arbitres protègent tes meilleurs joueurs. Je pense que c'était aux Oilers au départ, entre eux, de s'assurer qu'il ait la marge de manœuvre nécessaire et le respect qui lui est dû sur la patinoire.
C'est pas le cas depuis un bout de temps. Non, c'est intéressant. Puis ça recoupe peut-être quand on parlait de mise en échec tout à l'heure, les Oilers, visiblement, c'est pas une équipe qui fait de la place. Ben, tu sais, à l'époque de Gretzky et les Oilers avaient le fameux Dave Semenko, qui était un goon, qui était capable de jouer au hockey quand même. Ah oui. Mais c'était un des joueurs les plus intimidants de la Ligue, puis il faisait de l'espace pour Gretzky. C'est plus ce hockey-là aujourd'hui, mais avoir au moins une espèce de présence protectrice autour de McDavid pour éviter qu'il ait nécessairement à se faire justice lui-même, ça pourrait être une bonne idée. Bon, ça a été un gros week-end. Ça a été une grosse semaine pour McDavid. C'est une grosse semaine qui s'en vient pour le Canadien. C'est tout. C'est pas plus. Grosse semaine pour Marc-Antoine qui s'en va. On est content. Oui, ben on aime ça. Ben, on en veut des grosses semaines. On préfère ça que des petites semaines ou des semaines où est-ce qu'on comprend pas trop pourquoi qu'on est là. Hein? On a beaucoup fait ça. Par le passé. Puis grosse semaine pour Marc-Antoine qui a sa valise. Moi, je l'ai vu. Il est arrivé avec sa valise. Il s'en va. Bon voyage. Merci. Sois prudent. Il s'en va. Oui. Donc, il se passe toutes sortes de choses aux États-Unis. Sois prudent. Paraît-il. Oui. Fais-toi pas déporter. T'es un étranger. Ouais, appelle-nous quand tu auras franchi la douane. On préférerait ça. D'accord. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Sur la route cette semaine, est-ce que tu vas aussi rencontrer un espoir du Canadien? Ben oui. J'en dis pas plus. Ben non, mais là, Michigan, espoir du Canadien. Ben c'est ça, que les gens qui s'ils savent pas par cœur, qui fassent aller Google. Voilà. Il est grand. Il joue au centre. Ouais. OK, c'est assez. Donc, merci Marc-Antoine. Ça me fait grand plaisir, messieurs. Content de vous retrouver toujours. Sois prudent, puis amuse-toi bien, puis on se retrouve la semaine prochaine. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur sportif au service des sports ici à Radio-Canada. Merci infiniment, Martin. C'est un grand plaisir. Et encore une fois, un bonheur. Un bonheur. On retrouve le Gascon va être là vendredi. Oui. Donc, c'est ça. Et c'est les OG. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire, le réalisateur de Tellement Hockey. Merci Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne semaine, là. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.